Merci d'avoir choisi cette vidéo et de prendre le temps de me regarder. Chaque année, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pourquoi ? Cette journée n'est-elle pas synonyme de stress inutile pour les hommes ? Que vais-je lui offrir ? Est-ce que ça lui plaira ? Ne lui ai-je pas déjà offert la même chose l'année dernière ? Va-t-elle penser que je manque d'imagination si je lui offre la même chose chaque année ? Pourquoi toujours les mêmes problèmes ? Qui était Valentin, au fait ? À quoi ressemblait-il ? Et pourquoi le 14 février porte-t-il son nom ? Et pourquoi est-ce la fête des amoureux ? Depuis combien de temps la Saint-Valentin existe-t-elle ? Et qui l'a instaurée ? Comme vous pouvez le constater, chers spectateurs, j'ai beaucoup de questions, et je vais essayer d'y répondre maintenant. Point à eu fait, ma robe n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Je l'ai achetée pour le carnaval. Cette fichue robe baroque est trop serrée et inconfortable. Mais le créateur la trouve sexy, et m'a dit qu'elle conviendrait aussi pour la Saint-Valentin. Probablement parce que je suis pratiquement nue du haut. Pour mieux comprendre tout cela, il est important de connaître le droit du statut personnel dans l'Empire romain au IIIe siècle. La société romaine était divisée en 3 classes. Les nobles, également appelés patriciens, les citoyens libres, appelés plébéiens, et les esclaves. L'esclavage ne prit fin qu'avec la dissolution de l'Empire romain. Pour les nobles et les citoyens, les lois de la patria potesta et du pater familia s'appliquaient. Cela signifiait que le mari avait un pouvoir absolu sur sa femme, ses enfants et tous ses biens. Il était le seul à décider du mariage de ses enfants. Le père choisissait également les conjoints de ses enfants, sans que ces derniers n'aient leur mot à dire ni le droit de s'y opposer. Le père et mari, en tant que chef de famille, avaient également autorité sur ses fils mariés, leurs épouses et leurs enfants. Il avait aussi le droit d'abandonner les nouveau-nés s'il n'en voulait pas. Les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage ou les enfants nés pour des raisons financières. Le mariage était autorisé uniquement au sein de sa propre classe sociale. Ainsi, les nobles étaient considérés comme tels et les roturiers comme tels. Les esclaves, bien entendu, étaient exclus. Dès lors, les considérations stratégiques et financières primaient, surtout dans le choix d'un conjoint pour les enfants. Si le mariage ne répondait pas aux attentes, il pouvait être dissous, là encore sans le consentement des enfants. Le père, en tant que chef de famille, décidait également du divorce. La possibilité pour une fille de se marier dépendait de sa santé. Dès l'apparition de ses premières règles, elle était considérée comme mariable. Je me souviens encore de mes premières règles, qui m'ont effrayée. Je pensais être malade. J'avais 11 ans et demi à l'époque. Ainsi, à Rome, les filles pouvaient se marier à 12 ans et les garçons à 14. C'est pourquoi le mariage d'enfants existe encore aujourd'hui dans certains pays arabes. Ces pays faisaient autrefois partie de l'Empire romain et cette tradition y a perduré. Cependant, il existait aussi une contradiction à Rome. Les soldats n'étaient autorisés à se marier qu'après avoir quitté l'armée. Ils ne pouvaient épouser que des bourgeoises. Cette loi fut abrogée par l'empereur Septime Sévère avant l'époque de Valentin. Lorsqu'une fille se mariait, elle perdait automatiquement l'autorité de son père et passait sous celle de son mari, qui pouvait également disposer de ses biens. C'était ce qu'on appelait un mariage manus. Toutefois, cette pratique avait déjà été abolie du vivant de Valentin. Même après le mariage, la jeune fille restait sous l'autorité de son père. Elle pouvait donc décider elle-même de se séparer de son mari et de recouvrer ses biens. Cela n'était toutefois possible que si elle n'avait pas commis d'adultère. Il existait également la possibilité d'un mariage sans cérémonie formelle. Le futur époux, choisi par la fille elle-même, pouvait racheter sa future épouse à son père devant 5 témoins. Si le mari maltraitait sa femme, elle pouvait dissoudre le mariage. Cette forme d'union était appelée coemzio. Une autre option était la cohabitation, aujourd'hui appelée union libre. Au bout d'1 an, elle se transformait automatiquement en mariage et pouvait être dissoute par la femme si elle ne dormait pas chez son mari pendant 3 nuits consécutives. Ce type d'union était appelé cohabitatio ou usu. Ces 2 formes d'union exigeaient, bien sûr, que l'homme et la femme appartiennent à la même classe sociale. L'homme pouvait divorcer de sa femme si elle lui avait été infidèle ou si elle était stérile. Bien entendu, des personnes de classes sociales différentes pouvaient également vivre ensemble, mais elles ne pouvaient pas se marier. On appelait cela le concubinage. Ainsi, dans la Rome antique, le mariage n'existait qu'entre personnes de la même classe sociale et n'était pas toujours fondé sur l'amour. Il était impossible d'épouser une personne d'une classe sociale différente. Valentin était évêque de Terni, en Ombrie. Si vous ne savez pas où se situe Terni, voici une carte Google Maps. Terni se trouve au centre de l'image. Voici à quoi cela ressemble. L'image provient de la mairie de Terni. Publiée en ligne sur Vivi Terni. Être évêque était illégal, car les chrétiens étaient encore persécutés dans l'Empire romain à cette époque pour non-respect des lois. Valentin non plus, et en tant que prêtre à Rome, il maria des amoureux qui, selon la loi romaine,
n'avait pas le droit de se marier car il n'appartenait pas à la même classe sociale. Valentin offrit des fleurs de son jardin au couple qu'il venait de marier illégalement. Vous comprenez maintenant pourquoi on s'offre des fleurs. À la Saint-Valentin, l'empereur Claude estima que son autorité politique était si gravement menacée par Valentin et les chrétiens qu'il le condamna à mort. Cette sentence visait également à dissuader toute imitation. Pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent assister à l'exécution de Valentin, l'empereur Claude choisit soigneusement la date et le lieu. Le 14 février coïncida avec les Lupercales, fête de la fertilité qui se déroulait chaque année à Rome entre le 13 et le 15 février. Le nom de la fête contient le mot « lupus », qui signifie loup. Traduit, la fête signifiait « défense du loup » et impliquait des sacrifices d'animaux qui étaient ensuite préparés et consommés. Après le repas, des prêtres nus, vêtus de peaux de bêtes, parcouraient les rues de Rome en fouettant les femmes pour favoriser leur fertilité. C'était une fête très appréciée du peuple romain, comparable au carnaval. La fête commémorait la fondation de Rome. C'est pourquoi l'empereur Claude choisit le 14 février comme date d'exécution de Valentin. Il choisit le Campo de Fiori, la place des fleurs, comme lieu. La place existe toujours. En son centre se dresse un monument à la mémoire du prêtre et philosophe Giordano Bruno, qui fut brûlé vif le 17 février 1600. 3 questions restent sans réponse. Depuis quand la date de la mort de Valentin, le 14 février 269, est-elle célébrée comme une fête des amoureux? Après tout, il a été exécuté pour mariage illicite. Depuis 469. Et qui a instauré cette tradition? C'est le pape Gélas Ier qui le canonisa à l'occasion du bicentenaire de sa mort et proclama ce jour la Saint-Valentin, une journée dédiée aux fleurs. À quoi ressemblait réellement Valentin? C'est une question que s'est également posée Cicero Moret, concepteur 3D né en 1982 dans l'état brésilien de Santa Catarina. Il est spécialisé dans la reconstruction de visages à partir d'ordinateurs et de crânes. Le crâne de Valentin est conservé dans l'église Santa Maria in Cosmedin à Rome, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Voici à quoi ressemble l'église, construite au VIe siècle et située dans le quartier de Ripa, vue de l'extérieur. Voici le résultat de la reconstruction faciale par ordinateur réalisée par Cicero Moret en 2017. Voici à quoi Valentin aurait pu ressembler, d'après les fragments de son crâne. En utilisant ce modèle comme point de départ, nous avons également tenté de vous présenter, chers spectateurs, une image de Valentin, jeune et plus âgé. Cependant, l'âge de Valentine au moment de son exécution est inconnu. Sa date de naissance est indéterminée, mais la Saint-Valentin ne serait pas la Saint-Valentin sans rose. Pourquoi offre-t-on des roses, et pourquoi est-elle considérée comme la fleur de l'amour? Est-ce vrai? Non. Dans d'autres cultures, la rose est aussi considérée comme une fleur de deuil, utilisée dans les cimetières. Peut-être les deux interprétations sont-elles vraies car, dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs dédiaient la rose aux dieux Aphrodite, Héros et Dionysos, c'est-à-dire à la fertilité. Ou peut-être à la Renaissance. Est-ce pour cela qu'une rose est jetée sur le cercueil lors des funérailles? La Saint-Valentin a lieu en février, et nous n'avons pas de roses dans nos jardins à cette période. Les roses destinées à la Saint-Valentin sont importées par avion du Kenya, d'Éthiopie et d'Équateur, et leur culture nécessite beaucoup d'eau, une ressource déjà rare dans ces pays. De plus, les roses sont conservées avec des pesticides nocifs, et le transport aérien consomme du carburant inutilement. Messieurs, devriez-vous vous abstenir d'offrir des roses à votre femme ou votre compagne pour la Saint-Valentin? Je pense que cela risque de créer des tensions. Ou avez-vous une autre idée en tête? Je retire cette fichue robe. Elle me sert partout. C'est tellement inconfortable. Mais avant cela, je voulais vous dire au revoir et vous remercier de m'avoir suivi. Je vous souhaite une douce Saint-Valentin et à bientôt. Bien à vous, Chiara Andrazzi.